1 minute 49 secondes, c'est le temps qu'ont passé les frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo, le temps qu'il leur a fallu pour décimer la rédaction de l'hebdomadaire français, le temps qu'il leur a fallu pour faire basculer la vie de Rhys à jamais. Ce jour-là, le dessinateur a pris une balle dans l'épaule. Il raconte dans un livre son 7 janvier 2015. Il a accepté de se confier sur notre plateau. Bonsoir Rhys. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. 1 minute 49 secondes, donc c'est un récit qui paraît aux éditions Actes Sud, collection Charlie Hebdo, Les Échappés. Alors tiens, la couverture justement, on y voit un œil, c'est en fait un œil de cheval, c'est un zoom sur un tableau de Théodore Géricault, et vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre, et vous aimez beaucoup ce tableau, et vous dites que c'est au fond, ça caractérise un œil qui a vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Bah oui, c'est un peu une image de la situation dans laquelle je me suis retrouvé le 7 janvier, où c'est vrai, autour de moi, c'était l'image du chaos et de l'horreur, et j'ai préféré ne pas regarder, en fait. Voilà, j'ai fait le choix j'ai essayé de ne pas regarder ce qu'il y avait autour de moi, de peur peut-être, comme peut-être ce cheval, de devenir fou, en fait. Voilà, pour éviter de sombrer dans la folie, peut-être. Un œil traversé par la folie, on n'en ressort jamais intact. Hein. Vous aviez peur de sombrer dans cette folie. Jusque quand? Jusqu'aujourd'hui? Ou c'est fini? Je sais pas, peut-être moins maintenant, mais c'est vrai que des fois, quand je me remets à penser à tout ça, c'est vrai que c'est toujours très déstabilisant. Voilà, donc ça sera jamais vraiment terminé, en fait. Les premiers mots du livre sont ceux-là, j'aimerais les lire. Rhys, vous dites que on ne peut jamais en fait prendre la plume pour écrire. Vous l'avez fait, vous dites il est impossible d'écrire quoi que ce soit. On pourra photographier, interviewer, filmer ou dessiner, mais enfiler des mots les uns après les autres comme des perles sur un fil en s'imaginant qu'on obtiendra un ravissant bijou est vain. En fait, ce que vous dites, c'est que l'impossible, c'est de nous raconter, de transmettre à celles et ceux qui n'ont pas connu ce langage de la violence par les mots, ce que vous avez vécu. Bah, c'est-à-dire que même quand on essaye, comme j'ai essayé de le faire dans le livre, il y a toujours un sentiment d'insatisfaction. Et on se dit qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'est pas parvenu à raconter, qu'on n'est pas parvenu à transmettre. Donc c'est vrai que j'ai pris cette précaution au début du livre. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour raconter le plus précisément possible et le plus sincèrement possible ce que j'avais traversé. Mais je savais aussi qu'il y avait peut-être des choses que je n'arriverais pas à dire. Par exemple, les odeurs, les images successives, le flou total. Oui, puis c'est aussi une réflexion qui continue après le livre. C'est-à-dire que même quand vous avez fini d'écrire le livre, vous continuez de réfléchir à ça. Donc tout ne pourra pas être dans le livre. Voilà, donc ça c'est sans fin en fait. Alors je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans un récit, dans un roman, dans un livre, mais page 79, vous redonnez à un chapitre le titre de votre livre, 1 minute 49 secondes, on va le voir à l'image, et en fait vous faites défiler, seconde par seconde, 7 minutes 50 à peine, qui a fait basculer, on va dire la France, qui a fait basculer aussi la rédaction de Charlie Hebdo, et vous terminez à 11h35 minutes 36 secondes, ils sortent, je suis vivant, je ne suis pas mort. Mais à ce moment-là, en fait, vous racontez que vous ne le savez pas, que vous êtes tiré d'affaire. C'est vrai que j'étais pas complètement mort, on va dire. Mais c'est vrai que quand vous êtes blessé, vous ne savez pas exactement ce que vous avez, si c'est grave ou si ce n'est pas grave. Donc où sont les terroristes? Voilà, on ne savait pas s'ils étaient partis, s'ils étaient encore là. Donc il y avait encore une période d'incertitude et d'angoisse. Mais c'est vrai que j'ai fait un peu ce chapitre où j'ai égrené chaque minute et chaque seconde, en fait, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je comptais les secondes. Je comptais les secondes en attendant la dernière seconde, quoi. J'attendais la seconde ultime de mon existence. On ne transmet pas une désagrégation, on ne raconte pas un délitement, on sent qu'il y a beaucoup de résilience chez vous. Pour autant, ce livre, on serait tenté de dire que vous ne l'avez pas écrit pour vous, mais pour les autres, pour qu'ils changent aussi leur rapport à la vie et qu'ils prennent conscience de ce qu'est la vie. Ben, oui, c'est aussi parfois quelque chose que je constate. On pense que la vie nous est due, voilà, que tout nous est dû, et c'est vrai que quand on est confronté à des expériences extrêmes, on se rend compte que finalement tout est extrêmement fragile et on n'a pas conscience de la fragilité de notre vie, de ce qu'on est, quoi. Il y a un passage où vous listez des actions de la vie quotidienne, hein, ils bougent, ils marchent, ils mangent, ils rotent les gens, je dirais pas tout, mais je dirais pas tout, mais quand la mort s'approche d'eux, bah, les gens se réveillent, dites-vous, point, trop tard.
Ouais, c'est parfois à la dernière minute, dernière seconde de sa vie qu'on prend conscience à quel point elle peut être fragile, quoi. On croit qu'on est là éternellement, que les choses sont solides pour toujours, et en quelques instants, tout peut être anéanti. C'est quoi être vivant? C'est la question centrale de ce livre? Bah, c'est quoi être vivant? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser avant de connaître ce genre de violence, mais c'est aussi une question qu'on se pose peut-être encore plus après. Qu'est-ce qui vous reste de la vie? On poursuit son existence avec ce qui vous reste, avec on va dire, les débris de votre vie. Voilà, vous n'êtes pas complètement détruit, mais vous êtes en partie détruit. Voilà, donc on fait ce qu'on peut avec ce qui nous reste. Hashtag je suis vivant, pourrait-on dire. Il y a hashtag je suis Charlie, slogan qui a été repris en France de manière massive, mais aussi dans une partie du monde. Vous racontez dans ce livre comment vous découvrez ce slogan, comment vous l'appréhendez, racontez-nous. C'est vrai j'étais à l'hôpital et on me racontait des choses qui se passaient à l'extérieur, en France, à l'étranger. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas très bien en fait ce qui se passait. J'ai eu du mal à prendre conscience effectivement de la répercussion de cet événement, que ce soit au niveau national et au niveau international. J'avais du mal à bien me rendre compte de ce qui se passait, quoi. Parce que à l'hôpital, j'étais comme dans une grotte, quoi. On se recroqueville sur soi-même et on se coupe du monde aussi. Et aussi ça, c'est une sorte de phénomène de protection, quoi. Mais des années après, qu'est-ce qui vous évoque ce slogan je suis Charlie? Ben, aujourd'hui, c'est un geste de solidarité, c'est un geste qui a été fait vers notre direction, dans notre direction, et c'est un geste qu'on ne peut pas oublier. Et je dis souvent au journal, c'est à nous maintenant d'aller vers les autres, c'est à nous d'aller en reportage, c'est à nous d'écouter à notre tour les autres. Voilà, ils nous ont écoutés, c'est à nous en retour d'aller vers les autres aussi. Là, on voit le crayon. Comment vous l'avez interprété, je suis Charlie? Je suis pour la liberté d'expression, je suis... Oui, je crois que j'ai envie d'être libre en fait. Voilà, je n'ai pas envie de vivre sous une forme d'autorité, de tyrannie en fait. Je pense que c'était une sorte de cri contre la tyrannie et la peur. Vous évoquez dans votre livre notamment la religion et vous dites on n'est pas prêt de se débarrasser des religions car l'humanité aura toujours besoin de croire en quelque chose. Si ce n'est en Dieu, ce sera en la Coupe du Monde de football, la bourse, l'économie libérale, la concurrence, les genres, l'identité. Vous citez encore l'égalité, l'écologie, la fraternité, la famille, le travail, la palme d'or et tant d'autres choses bâties sur des illusions. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard justement sur l'être humain, sur sa faculté ou son besoin justement de trouver refuge, quitte à basculer parfois dans l'immonde, dans la violence, dans l'horreur? Je crois que c'est une vision qu'on avait déjà à Charlie Hebdo avant. Je crois que les gens qui ont fait Charlie, qui l'ont créé et qui l'ont fait vivre pendant des années, avaient déjà cette vision un peu, je ne vais pas dire désabusée, mais lucide, on va dire, sur voilà, ce qu'est l'humanité dans sa grandeur, mais aussi dans parfois sa petitesse. Donc, d'ailleurs, après l'attentat, beaucoup ont cru que c'était un journal purement anticlérical, anti-religieux, alors que vous pourfendez aussi les stades de foot aux 50 000 spectateurs. Je dirais que ce qu'on pourfend, c'est les illusions, en fait. C'est les mythes, c'est les illusions sur lesquelles on construit toute sa vie et qui finalement reposent sur pas grand-chose. Donc on essaye à Charlie d'être le plus lucide possible, quitte peut-être parfois être un peu pessimiste. Mais voilà, il vaut mieux être lucide et pessimiste que vivre dans l'illusion. 11 janvier 2015, il y avait eu ce grand rassemblement. Vous l'évoquez aussi dans ce livre. Quel souvenir en gardez-vous? Moi, j'étais à l'hôpital, donc je n'ai pas regardé la télévision. Je voulais un peu me protéger de tout ça parce que c'était presque trop pour moi. Je dis, c'était à la fois bien, c'était important que dans un pays comme la France, il y ait une réaction. Et c'était même sidérant, en fait. Et c'était une journée historique et qui, malgré ceux qui ont pu critiquer certaines choses, ça restera une journée historique. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'étais encore peut-être sous le coup de la violence que je venais de subir et j'avais pas une bonne perception de tout ça, en fait. Voilà, il m'a fallu un peu du temps pour prendre conscience de ce qui se passait, en fait. Il y a aussi la question du deuil, de la reconstruction, en rappelant quand même que vous avez perdu des amis, des copains, des collègues, Charb notamment, avec qui vous dirigiez. Aujourd'hui, vous êtes seul directeur de Charlie Hebdo. Leurs visages, ils vous sont revenus longtemps, ils reviennent encore?
C'est leur visage et c'est aussi leur voix, parce que pour moi, et pour aussi ceux qui ont connu les disparus... Donc le Bernard aussi, voilà, qui a bu, Charles, il faut les Wolinski, citer. voilà, Tinius, Honoré, c'était des personnalités très fortes et très, très présentes dans le journal pendant des années. Et on a quand même travaillé ensemble pendant quasiment 25 ans. On ne peut pas effacer 25 ans de travail ensemble. Donc ils sont toujours un peu là. Moi, je les entends toujours un peu. Et quand je vois parfois des choses dans l'actualité, je me dis, bah tiens, si Charb était là ou si Cabu était là, il dirait ceci ou il dirait cela, les connaissant comme je les connaissais. Donc pour moi, ils sont toujours un peu là. Il y a un proverbe kabyle qui dit en général que dans un deuil, ça coûte cher pour celui qui reste. Vous l'avez vécu, ça? La culpabilité de celui qui en a réchappé? Bah, c'est sûr que quand vous êtes vivant et qu'autour de vous, les autres sont morts, d'abord, vous ne comprenez pas pourquoi vous et pas les autres. Et puis c'est vrai que vous êtes presque gêné de prendre conscience que vous êtes à nouveau vivant et que donc vous allez pouvoir à nouveau jouir de tout ce que la vie vous donne. Et vous dites pourquoi moi je peux encore continuer à jouir de la vie alors que les autres ne sont plus là. Donc oui, il y a un sentiment de culpabilité, ça c'est sûr et certain. Donc il faut du temps avant de reprendre confiance dans le rapport qu'on a à la vie. J'aimerais aussi parler avec vous, Rhys, on sent aussi votre émotion, de GB, notamment d'un livre. Racontez-nous, vous l'évoquez dans le livre. Oui, GB, qui a disparu en 2004, il avait écrit un livre, enfin il avait titré un recueil de dessins qui s'appelait « Qu'est-ce que je fous là ?» Qu'est-ce que je fous là? Voilà, c'est une question que je trouvais que c'était une question profonde en fait, parce que c'est une question qu'on peut se poser à chaque instant de sa vie, et même de la journée ou de la semaine. Des fois on se dit « Mais qu'est-ce que je fous là à faire ceci ou à faire cela ?» Et je trouve que c'est, que ce soit GB ou Wolinski, Cabu, c'était en fait un peu des philosophes qui ne revendiquaient pas d'être philosophes, mais qui se posaient des vraies questions philosophiques sur le sens de la vie et sur le sens de son existence. Et c'est vrai que j'ai toujours rappelé un peu cette interrogation de GB qui pour moi est fondatrice. Voilà. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui voudraient, notamment les jeunes générations, devenir dessinateurs comme vous, caricaturistes, qu'est-ce que vous leur diriez? Ce que je leur dirais, c'est d'apprendre à réfléchir d'abord, parce que quand on fait un dessin, il faut d'abord réfléchir. C'est pas le dessin pour le dessin. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut dire que les autres ne disent pas. Parce que si c'est juste pour répéter... Susciter la réflexion. Voilà. Mais c'est comme quand on écrit un livre ou quand on fait un film, on entame un travail de création pour apporter quelque chose dont vous pensez qui n'était pas présent avant. Enfin, il faut apporter quelque chose d'original. Sinon, c'est de la répétition, sinon c'est un peu du bavardage. Voilà, donc on prend la parole quand on pense qu'on a quelque chose à dire de vraiment important et d'un peu inédit. Vous avez beaucoup de travail, dernière question, à Charlie Hebdo, donc vous pensez bien entendu moins quand vous travaillez à ces images dramatiques. Diriez-vous, puisque c'est un livre sur la vie, est-ce que vous vivez, Rhys, ou est-ce que vous survivez aujourd'hui? Survivre, c'est pas le bon mot, mais je crois qu'on vit avec ce qui vous reste de la vie. Voilà. Ce qui a été détruit ne reviendra pas, il faut le savoir. Cette partie de la vie qui faisait partie de vous n'est plus là. Donc il faut continuer avec ce qui est devant vous, quoi. Voilà, avec ce qui reste de la vie. Merci beaucoup, Rhys, d'avoir témoigné sur notre plateau. 1 minute 49 secondes, un récit à lire absolument, vraiment, c'est chez Actes Sud. Si vous voulez réfléchir sur notre existence et nos vies. Merci à vous, Rhys. Merci.